Je m'appelle Jean-François Stazac, je suis professeur de géographie à l'Université de Genève. J'ai 49 ans, j'ai 2 enfants et j'habite pas à Genève en ce moment, j'habite à Los Angeles. À l'occasion d'un congé sabbatique, je suis chercheur invité à l'Université de Californie à Los Angeles. Et si je veux jouer le jeu un peu de la géographie et me présenter en me renvoyant à des lieux, le premier, ce serait la France et Paris en particulier, l'endroit où j'ai le plus vécu, mon référent, mon horizon culturel, celui dont je ne peux pas me débarrasser, ma norme. Mon deuxième lieu, ce serait la Suisse et Genève en particulier, où j'habite depuis 6-7 ans et où j'enseigne depuis une dizaine d'années, et qui est l'endroit où j'ai appris à me déprendre un peu de la norme française, à apprendre une autre façon de vivre et de penser. Et puis le troisième lieu, ce serait les États-Unis, et en particulier certaines villes des États-Unis, Los Angeles, où je suis depuis 1 an, Détroit, New York et puis Boston. Nous sommes à Boston, donc sur la côte est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et plus précisément, on est dans un musée. On est dans le musée des Beaux-Arts de Boston, qui compte parmi les plus grands et les plus beaux des musées des États-Unis. Et on est aussi un petit peu ailleurs que dans ce musée, parce qu'on est devant une toile peinte par Paul Gauguin en 1897. Cette toile s'intitule « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» Et cette toile a été peinte à Tahiti. Et on reconnaît Tahiti sur ce tableau. On voit au premier plan les paysages de la côte tahitienne. On voit un peu plus loin l'eau du lagon. Et puis on voit au tout dernier plan le profil de l'île de Moorea. Et par la magie de la représentation, effectivement, on est à la fois à Boston et puis à Tahiti. Ce tableau est très grand. Il a la forme d'un paysage et on a l'impression que c'est comme une fenêtre qui s'ouvre dans le mur et qui nous permet de voir Tahiti. Alors évidemment, ce n'est pas le vrai Tahiti, c'est le Tahiti peint par Gauguin, mais la force de la représentation est de jouer sur ce mystère ou ce miracle de la confusion entre le signifiant et le signifié. Et le mot même de paysage porte en français cette ambiguïté, parce que quand on parle d'un paysage, on ne sait pas si c'est la chose représentée ou la peinture elle-même. Alors ma question face à ce tableau, c'est un peu de savoir est-ce que c'est un paysage de Gauguin ou est-ce que c'est un paysage de Tahiti, et puis comment se fait l'articulation ou la tension entre ces deux lieux. On est devant ce tableau, il y a l'épaisseur du tableau, et puis il y a peut-être quelque chose derrière le tableau qui serait ce que regardait Gauguin peut-être au moment où il peignait ce tableau, ou le Tahiti qu'il voyait quand il avait les yeux fermés. Alors, je suis venu ici pour la première fois en 1995 et j'ai visité ce lieu en touriste. J'étais venu ici rejoindre une amie qui est entre-temps devenue ma femme. C'est peut-être aussi pour ça que ce lieu compte pour moi. Et on devait passer un périple de 15 jours dans le nord-est des États-Unis. Et puis ça commençait à Boston. Et en bon touriste que je suis, la visite obligée, évidemment, c'était le musée des Beaux-Arts de Boston. J'aime bien visiter les musées, c'est toujours un peu ennuyeux. Donc ça fait partie des devoirs des touristes d'aller s'ennuyer un peu dans les musées. Et c'est dans ces circonstances que je suis venu ici pour la première fois et que j'y ai rencontré, peut-être pas Gauguin, mais en tout cas cette peinture, et que quelque chose s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé ici et dans quelle mesure ça m'a changé?
Gauguin était déjà mon peintre préféré avant que je visite ce musée. Et donc je savais qu'il y avait des tableaux de Gauguin venant ici et je me réjouissais quand même de les voir. Et j'ai été saisi d'une émotion en voyant ce tableau pour la première fois, qui est peut-être liée à sa taille ou à des qualités qui lui sont propres, et une émotion qui n'était pas seulement une émotion esthétique. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement mon émotion face à un tableau que je trouvais superbe, magnifique, bien réalisé ou important dans l'histoire de l'art. Il y avait autre chose de plus troublant pour moi. C'était quelque chose, un sentiment un peu triste, d'une sorte de nostalgie ou de regret. Les toiles de Gauguin ne sont pas des toiles très gaies, hein. Ces personnages n'incarnent pas la joie de vivre. Ils ont tous l'air un peu lourds, fatigués, en retrait. Et il y a un sentiment de perte, je trouve, dans ces tableaux, qui me trouble beaucoup. C'est un sentiment un peu triste, mais les sentiments un peu tristes sont aussi des sentiments agréables. Donc j'ai eu cette émotion très forte en visitant ce musée et en voyant ce tableau pour la première fois. Et c'est là que s'est mis en place quelque chose dont je n'ai pas eu conscience tout de suite. C'est que je me suis dit, cette émotion est comme une ressource et j'ai envie de l'amplifier ou de la cultiver. Et donc, je me suis dit, mais je pourrais travailler sur Gauguin. Je pourrais allier l'utile et l'agréable, allier cette émotion esthétique, nostalgique, et puis travailler sur Gauguin en tant que géographe. C'est une sorte d'évidence, hein, parce que Gauguin, son parcours est géographiquement étonnant, mérite d'être expliqué. Il est né au Pérou, ensuite il habite à Paris, il part au Danemark, il va en Bretagne, il part à Panama, à la Martinique, il revient en France, il part à Tahiti, il revient en France, il repart à Tahiti, puis finalement il va mourir aux Marquises. Pour un homme de cette époque, c'est un itinéraire très étrange. Et sa peinture est très marquée par la géographie, à commencer par ce tableau dont le titre D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous place la quête métaphysique, la quête identitaire résolument sous l'angle d'un déplacement. L'identité, c'est d'où nous venons et puis où nous allons. Donc bien sûr, il y avait matière à faire un article sur Gauguin, et puis plus que ça, puisque j'ai écrit 2 livres sur Gauguin. Donc c'est ça qui s'est noué ici. Et au départ, je n'avais pas compris que mon goût pour Gauguin, ou que l'émotion que j'avais à voir ces tableaux, avait un rapport avec mon métier de géographe ou mon goût pour la géographie. Je pensais vraiment que c'était 2 choses qui n'avaient rien à voir, qui étaient indépendantes. Ça, c'est bien plus tard que j'ai compris que mon goût pour Gauguin ou mon goût pour la géographie pouvait peut-être être la même chose, ou relever de la même logique. Et alors, quelque chose a commencé ici. En quoi ça a changé les choses pour moi ? Eh bien, c'est que jusqu'à ce moment-là, je faisais des efforts pour faire de la géographie comme on me l'avait enseigné, c'est-à-dire que dans une acception classique de la discipline, spécialement en France, où la géographie devait porter sur des objets spatiaux, des lieux, des paysages, des villes. Et donc, j'allais à Détroit et j'écrivais un article sur la ville de Détroit. J'allais à Zanzibar et puis j'écrivais un article sur l'île. Mais un peu malgré moi, je finissais toujours par me retrouver dans des archives, à fouiller dans des vieux documents, et puis à écrire non sur le lieu lui-même, mais à écrire sur les représentations qu'on s'en fait ou qu'on s'en faisait. Parce qu'au fond, c'était ça qui m'intéressait. Mais j'avais un sentiment de culpabilité par rapport à ça, parce que ce n'est pas un travail de géographe. Le géographe, normalement, il devrait travailler sur le lieu réel, le vrai lieu, et pas le lieu tel qu'il est représenté. Et il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour renoncer à cette idée que j'étais obligé de travailler sur des lieux par mon métier, mais que j'avais le droit de travailler sur autre chose, sur des systèmes de représentation. C'est pas que je quittais la géographie, parce que pour moi, travailler sur des représentations de lieux, des représentations de monde, bien sûr, c'est de la géographie. Mais c'était pas évident, je pense, qu'un géographe écrive un livre sur Gauguin, qu'il soit légitime à le faire, à la fois du point de vue des historiens de l'art et surtout du point de vue des géographes, de la même façon qu'ensuite, ce n'était pas évident que j'écrive sur la danse, que j'écrive sur la photographie, ou que j'écrive sur le cinéma. Alors, je vis actuellement juste à côté de Hollywood et je travaille dans les archives du cinéma.
Et c'est sans doute là que c'est parti. C'est-à-dire que si je n'avais pas décidé à ce moment-là que oui, je pouvais travailler sur la peinture, je ne me retrouverais pas, quelques 15 ans après, à travailler sur le cinéma. Donc, ce qui a changé pour moi ici, c'est peut-être une sorte de libération par rapport à la vision que je me faisais, en tout cas, de la géographie française, parce qu'il n'est pas du tout sûr que cette obligation dans laquelle je me sentais de travailler sur des objets spatiaux soit avérée. Mais enfin, j'ai quand même des doutes à ce propos, parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on conteste la géographicité de mon travail, parce que précisément les objets sur lesquels je travaille ne sont pas des objets spatiaux. Je dirais que c'est tout ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, au sens où c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment décidé à travailler sur l'articulation des systèmes de représentation, ce qu'on peut appeler la culture, des pratiques et de la réalité géographique, avec les guillemets que vous voulez mettre autour de ce mot. Et alors, peut-être c'est de la géographie culturelle. J'ai des réticences maintenant à employer le mot parce que les pratiques qui m'intéressent beaucoup aussi me tirent plutôt du côté de la géographie sociale. Et j'espère que la géographie française est en train de se débarrasser de ces clivages entre la géographie sociale et la géographie culturelle. Mais du coup, j'ai essayé depuis de montrer comment les représentations géographiques, ou non géographiques d'ailleurs, étaient liées à des pratiques sociales, spatiales, mais pas toujours, et qui avaient un effet sur le monde, qui transformaient le monde, qui le modifiaient. Alors c'est peut-être pas ici que je l'ai compris, mais c'est ici en tout cas que j'ai décidé d'aller plus loin et plus franchement dans l'idée que nos descriptions du monde méritent d'être étudiées, parce que bien souvent elles créent le monde qu'elles présentent d'écrire ou qu'elles le modifient en tout cas, que nos représentations ont un très fort effet de réel en ce sens-là. Il y a une chose qui a changé d'abord, c'est que j'ai travaillé, je change de sujet assez souvent, tous les 3-5 ans je change de sujet, donc j'ai travaillé sur Gauguin jusqu'en 2006 à peu près, ensuite j'ai changé de sujet. Mais j'ai déjà travaillé trop longtemps sur Gauguin, et l'émotion que j'avais à voir ces tableaux, elle procédait d'une immédiateté, d'une absence de distance par rapport aux tableaux que j'ai perdue. Et donc j'ai trop regardé ces tableaux, j'ai trop scruté ces tableaux avec un œil professionnel et à la vérité un peu soupçonneux, et du coup je ne peux plus le voir en peinture. C'est-à-dire que j'ai perdu cette émotion. Ces tableaux ne me font plus grand-chose. Tout à l'heure, avec l'équipe technique, on est entré dans cette salle et j'ai vu ce tableau dans des circonstances nouvelles pour moi, parce que on était seuls, et j'ai été saisi d'émotion de nouveau dans ce tableau, mais à cause des circonstances particulières dans lesquelles on les voyait. Donc j'ai perdu cette émotion et je le regrette face à cette peinture. Et c'est aussi parce qu'à force de travailler sur Gauguin, je connais mieux le bonhomme maintenant et je le trouve peu sympathique. Donc je me suis retrouvé à travailler effectivement sur une sorte de biographie par la géographie d'un personnage qui présente beaucoup de travers, et sans doute le peu de sympathie que j'ai pour l'homme a déteint sur sa peinture, et je le regrette. C'est aussi parce que j'avais ce regard soupçonneux sans doute. Et ça m'amène au deuxième point en quoi cette peinture m'a changé, ou en quoi travailler sur Gauguin et ses tableaux m'a changé, c'est qu'on ne peut pas travailler sur Gauguin sans prendre en compte le fait que c'est un homme blanc qui peint des femmes de couleur, nues, et qui vend ces tableaux à d'autres hommes blancs. C'est-à-dire que la dimension exotique et érotique de ces tableaux, elle est très importante. Ces tableaux nous plaisent parce qu'ils ont cette dimension. Et donc la question du genre, la question de la sexualité, la question du post-colonialisme, auquel je n'étais pas spécialement sensible avant de travailler sur Gauguin, ont fait irruption dans ce premier livre que j'ai écrit, parce que c'était une clé de lecture
évidente, que Gauguin pouvait aussi être décrit comme un touriste sexuel, en fait, pour dire les choses de façon caricaturale. Et ça, c'est ce lieu qui me l'a appris aussi, quand je parle de ce lieu, c'est Boston, c'est les États-Unis. Parce que la géographie française, dans les années 90, parlait très peu des enjeux de genre, de sexualité, était très peu ouverte aux débats postcoloniaux. Et donc, ma formation ou mon entourage intellectuel m'avait épargné hein, ces approches. Et c'est aux États-Unis que je les ai découvertes. Et en particulier à Boston, en 1998, j'étais venu à un colloque de l'Association des géographes américains qui se tenait à Boston. Et c'est là que j'ai découvert toute la richesse et la variété des approches portant sur le genre, la sexualité et les approches postcoloniales. Et que si ma première formation de géographe a eu lieu en France, c'est sûr que ma seconde formation de géographe a eu lieu aux États-Unis, à Boston, à Détroit, et puis ensuite à Los Angeles. Donc ça, c'est aussi, ce lieu m'a changé en ce sens-là. Et puis enfin, c'est ce tableau qui m'a conduit à Tahiti. Je suis allé 3 fois à Tahiti, et au début, je pensais que ce n'était pas nécessaire d'aller à Tahiti. C'est-à-dire que travaillant sur l'imaginaire de Gauguin, qui a beaucoup à voir avec la culture occidentale et les musées occidentaux, et peu à voir avec la réalité tahitienne, hein, qu'il méconnaissait largement avant d'aller dans les îles. Je pensais qu'il suffisait de connaître bien l'histoire de l'art occidental, l'histoire des représentations occidentales pour travailler sur Gauguin, que ça pouvait même être un statement, une hypothèse très forte de dire je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'aller à Tahiti pour travailler sur Gauguin. Parce qu'évidemment, la question, j'imaginais les journalistes me tombant dessus, comment vous prétendez travailler sur les géographies de Gauguin et vous n'avez pas mis les pieds en Polynésie. Mais j'ai manqué d'audace et j'ai fini par me dire quand même il faut aller vérifier cette hypothèse. Et l'occasion s'est présentée en 2003 d'aller à Tahiti, donc j'y suis allé. Et pas de surprise, effectivement. C'est-à-dire être à Tahiti ne m'a rien appris sur Gauguin, parce que, effectivement, Tahiti, ça n'a rien à voir avec la peinture de Gauguin, et puis parce que les archives ont été fouillées et archifouillées, il n'y a rien à y faire. Mais j'ai trouvé à Tahiti quelque chose que je n'attendais pas du tout. J'y étais à l'occasion d'un colloque sur Gauguin, et, où il y avait le banc et l'arrière-banc des spécialistes français. Et au début du colloque, une femme, une écrivaine, a pris la parole, qui s'appelle Chantal Spitz, et elle a dit « Paul Gauguin, c'est le nom d'un homme syphilitique, pédophile, alcoolique, qui a pillé la culture polynésienne, et c'est le nom qu'on a donné au lycée où j'ai fait mes études. » Et alors, grand blanc dans la salle, et à ce moment se lève dans la salle un professeur, dont je ne donnerai pas le nom, qui venait de débarquer de son avion, hein, il était tout frais en Polynésie, c'était la première fois qu'il mettait les pieds en Polynésie. Il se lève et il dit « Madame, vous n'avez pas le droit de parler ainsi. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. » Et il développe que Gauguin est mort, que c'est un grand homme, qu'il faut le respecter, etc. Et j'étais stupéfait. Stupéfait à la fois parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'en Polynésie, Gauguin suscite tant d'hostilité ou d'indifférence. Et j'étais stupéfait de l'incroyable arrogance de cet homme blanc qui arrivait sur place et qui se permettait de dire à cette femme ce qu'elle avait le droit de dire ou pas le droit de dire. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas travailler sur Gauguin comme je pensais devoir le faire, c'est-à-dire sa place dans l'histoire de l'art occidental, dans l'histoire des représentations occidentales, et que Gauguin appartenait tout autant à l'histoire de la Polynésie. Et que ça, il fallait le raconter aussi, et que je ne pouvais pas écrire sur Gauguin sans parler du point de vue des Polynésiens aujourd'hui sur Gauguin. Et c'est là aussi que j'ai compris que, forcément, en allant à Tahiti moi-même, je recommençais l'histoire. C'est-à-dire qu'on est de nouveau Gauguin quand on va à Tahiti, hein, parce que c'est avec ces tableaux qu'on regarde en tête, qu'on regarde les paysages. C'est pour des touristes amateurs de Gauguin que le paysage a été mis en scène, et on partage ses émotions. Et donc c'était important pour moi d'avoir cette confrontation hein, avec Chantal Spitz pour que je regarde mon itinéraire, mes goûts ou mes pratiques avec davantage de réflexivité et puis d'esprit critique. Alors, travailler sur Gauguin, c'était un problème non seulement parce que je travaillais pas sur le monde réel, mais sur des représentations, des peintures, de la fiction, si vous voulez, mais c'est aussi que je travaillais sur un individu. Et ça, c'était aussi une hypothèse forte que je faisais, c'est que
en géographie, on pouvait travailler sur un individu. Il y avait des petites choses qui avaient été faites dans ce sens-là, mais écrire un livre sur l'imaginaire géographique et les pratiques géographiques spatiales d'un individu, ça n'avait pas été fait. Et c'est vrai que du point de vue des sciences sociales, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui nous intéresse en sciences sociales, et je parle bien du principe que la géographie est une science sociale, ce n'est pas l'individu en tant que tel, c'est la société, c'est le social. Et donc Gauguin n'a rien à nous apprendre, surtout que c'est un être très singulier. C'est à cause de cette singularité que son œuvre est dans un musée. C'est parce que c'est un génie, c'est parce qu'il est exceptionnel, et qu'on a cette idée romantique du caractère profondément original de son œuvre et de sa création. Et bien sûr, c'est un problème. Je n'aime pas l'idée des représentations collectives, parce que je ne vois pas comment on peut se représenter quelque chose collectivement. Si on essaye tous dans cette pièce de penser ensemble à un éléphant, on ne va pas se distribuer les rôles, et puis l'un pensera à la trompe, l'autre au pied. Non, chacun d'entre nous pense. Et donc je pense qu'ultimement, ou à la base, toutes les représentations sont d'abord individuelles. Et que donc on est un peu coincé en sciences sociales avec l'idée que l'individu est la seule porte d'entrée pour parler des représentations, mais en même temps, cette dimension individuelle des représentations, c'est ce qui nous intéresse le moins au fond. Et surtout quand l'individu est un grand original, hein, comme Gauguin l'était. Mais nos représentations, elles ont aussi une composante collective, c'est-à-dire les représentations qui sont bien les miennes, elles ne sont pas liées forcément à mon expérience ou à ma singularité, c'est aussi des représentations qui m'ont été transmises par mes parents, mes amis, l'école, les musées, l'histoire de l'art, les médias, ce qu'on peut appeler la culture. Et ça, c'est la dimension collective de mes représentations personnelles. Et dans l'affaire de Gauguin, ce qui m'intéressait, c'est que si son parcours est exceptionnel, très original, si son œuvre constitue un moment unique dans l'histoire de l'art, hein, il a mis fin à quelque chose et il a fait commencer autre chose dans l'histoire de l'art occidental, en revanche, l'imaginaire géographique qui est derrière tout ça était très banal. C'était le même que celui de ses contemporains, il avait les mêmes rêves orientalistes, les mêmes rêves que Loti sur Tahiti, la même aspiration à un Éden, à un paradis, la même aspiration aussi à cette nature du bon sauvage. Il avait lu Rousseau, il avait lu Loti, il avait regardé les gravures, et donc il partait à Tahiti avec tout ça en tête. Un imaginaire très banal pour son temps, qui l'a conduit à faire des choses intéressantes, des choses originales. Et c'est cet imaginaire qui m'intéressait. Alors le problème, c'est quand on demande aux gens c'est quoi vos représentations, c'est quoi votre imaginaire, ils ont bien du mal à répondre généralement. L'avantage de travailler sur celui de Gauguin, c'est que c'était son job de représenter ce qu'il avait en tête. Et que donc, il a même créé un langage qui était le sien pour réussir à faire partager sa vision du monde. Donc je n'ai pas de questions à lui poser. Il suffit de regarder ses tableaux, de les regarder un peu avec attention pour savoir ce qu'il avait dans la tête. Et donc, bien sûr, sa singularité est un problème pour moi, mais sa maîtrise du langage et sa capacité à créer un nouveau langage pictural est un atout, parce qu'elle me donne un accès, je dirais, sans biais à ces représentations, alors que si j'avais en face de moi et que je lui disais « faites-moi une carte mentale », ça se passerait évidemment d'une autre façon. Donc, c'est vrai que je pense que quand on travaille sur des représentations, on doit partir du principe de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que les représentations sont toujours celles d'un individu, mais ça ne veut pas dire que c'est cette dimension individuelle ou idiosyncrasique qu'on juge la plus intéressante. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle qu'on a en partage. Et je dirais même qu'aujourd'hui, c'est la culture populaire, c'est-à-dire que je suis moins intéressé aujourd'hui par ce qu'on appelle la high culture en anglais, la culture avec un grand C, et davantage intéressé par la culture populaire, les navets produits par Hollywood, etc. Est-ce que l'espace compte spécialement? Je ne vais pas être celui qui va dire que l'espace compte ou défendre l'idée que l'espace compte, parce que je crois qu'il compte parfois, pas toujours, et que parfois il y a d'autres choses qui comptent davantage que l'espace, et que en tant que géographe, je suis un peu soucieux de l'obsession pour l'espace de beaucoup de géographes français, de la géographie française en général, au sens où dire l'espace compte, c'est une façon de justifier un peu notre existence. Si l'espace compte, bien sûr, ce que font les géographes, c'est très important. Et si l'espace est ce qui compte le plus, les géographes, au sein des sciences sociales, c'est la discipline la plus importante. Je crois que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments,
des moments de l'histoire ou des faits sociaux pour lesquels la dimension spatiale est très importante. Et puis il y a d'autres fois où ce n'est pas nécessairement le cas. Et je pense qu'il y a une frilosité des géographes qui résulte du fait que la géographie est une discipline dominée ou menacée ou une citadelle assiégée qui fait qu'on a peur un peu de sortir de notre précaré, qui serait comme les objets spatiaux, et aller s'aventurer à la recherche d'objets qui ne seraient pas spatiaux. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les géographes français ont eu du mal à accepter l'idée de parler du genre, c'est que le genre n'était pas un objet spatial. Et que du coup, ça a amené à négliger ces enjeux. Donc, bien sûr, l'espace compte et les lieux comptent, c'est vrai. Mais en même temps, vous comprenez que quand on m'a demandé de poser pour parler de ma façon de réfléchir en sciences sociales dans un lieu qui comptait pour moi et que j'ai choisi comme lieu un tableau de Gauguin, c'était une façon de dire que pour moi, les lieux ne comptent pas, au fond. Et c'est vrai que ce qui a compté dans mon itinéraire intellectuel, ce sont des rencontres, ce sont des personnes, ce sont des livres, ce sont des images, mais des lieux, pas vraiment. J'ai un goût pour les lieux. C'est vrai que j'aime beaucoup les lieux, j'aime bien visiter les lieux. Il y a des lieux auxquels j'étais attaché ou auxquels je suis attaché, mais je n'ai pas eu vraiment de révélation liée à un lieu au sens strict. Et je pense que les géographes font du très bon travail en analysant la dimension spatiale, la composante spatiale des faits sociaux, mais qui font d'autant plus du bon travail qu'ils le font, je veux dire, moins frileusement. Au fond, je suis persuadé qu'on fait tous en sciences sociales le même travail, qu'il existe une science sociale, et que les historiens, les sociologues, les anthropologues, les économistes, on fait tous la même chose, on devrait tous faire la même chose. Simplement, il se trouve qu'à cause ou grâce à notre formation, on a des références automatiques qui ne sont pas les mêmes, on a des méthodologies qui nous viennent naturellement et qui sont pas les mêmes, et on ne pose peut-être pas les mêmes questions. Et c'est vrai que les géographes ont une formation qui les rend attentifs à la composante spatiale des faits sociaux et qui vont les conduire, par exemple, à faire des cartes, ce que d'autres spécialistes d'autres sciences sociales ne font pas forcément. Toutefois, il y a bien sûr aussi des historiens ou des sociologues qui ont écrit des choses passionnantes sur l'espace où on n'en a pas le monopole. Mm.